Jeudi, nous parle d'un système qui est en train de révolutionner les transactions financières en Afrique, la monétique. Plus de 500 milliards, c'est le volume des sommes traitées dans la seule zone UEMOA. Et quand le téléphone y est associé, les chiffres gonflent. Monnaie et électronique, c'est le reportage de Aramdo, assure dans cette édition. Bienvenue et bonsoir à tous. Les meilleurs élèves du Sénégal ont été fêtés aujourd'hui au Grand Théâtre de Dakar. Une fête de l'excellence présidée par le chef de l'État et qui récompense les cracks du Sénégal qui se sont distingués à l'occasion de la 50e édition du concours général. Ousmane Sissé du Collège Sacré-Cœur est le meilleur élève du Sénégal et la maison d'éducation Mariam Abba de Gorée reste la meilleure école de notre pays. Pape Birambi Gendiaï. La reconnaissance du talent qui récompense l'excellence. Un jour exceptionnel où une centaine d'élèves entrent dans l'univers glorieux d'un cercle restreint des meilleurs parmi les grands, parmi les cracks du Sénégal. 2564 candidats au départ d'un concours de prestige qui livre les secrets de la crème de l'école sénégalaise. 126 élèves ont aujourd'hui le droit de vivre ces instants uniques dans leur vie. Et dans cette course vers l'excellence, c'est la maison d'éducation Mariam Abba qui caracole en tête du classement avec 4 deuxièmes prix et 12 accessites. L'éducation comprend part à l'extrémisme et au radicalisme, un thème qui vient rehausser l'esprit d'une cérémonie qui épouse les discours d'usage du professeur Tchane Djang Bassang du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Ce thème est pertinent par son ancrage dans l'actualité mondiale et en ce qu'il permet de positionner l'institution scolaire dans la sphère de toutes celles qui se meuvent pour un monde dépourvu de haine. Dont la lignée d'un thème d'actualité, le choix du parrain n'est pas un hasard. L'éminent professeur et imam El Hadj Rawane Mbaye, figure emblématique de l'islam au Sénégal, est plus qu'une source d'inspiration, c'est une référence scientifique et religieuse. En vérité, c'est souvent l'ignorance et l'obscurantisme qui offrent un terreau fertile à l'extrémisme et au radicalisme. D'où l'obligation de la quête du savoir par l'éducation et la formation qui éclaire la pensée et l'action. Aller chercher le savoir jusqu'en Chine, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Ce legs doit être enseigné. C'est le devoir des oulémas que d'apporter la réponse doctrinale à tous les illuminés qui, dans leur folie meurtrière, détournent les enseignements authentiques de la religion. Je dis bien devoir des oulémas, car dans la bonne disposition des choses, ceux qui savent doivent parler. Et ceux qui ne savent pas doivent écouter pour apprendre. Donc, El Hadj Rawane, il faut que vous preniez la parole avec vos collègues pour donner la bonne parole de l'islam, afin que nul n'en ignore. Sur le podium de l'excellence, la plus haute marche revient à Ousmane Sissé. Il vient du Collège Sacré-Cœur, meilleur élève du concours général. Seulement voilà, les premiers prix de mathématiques et de physique-chimie n'ont pas été délivrés cette année. Les regrets du chef d'État soucieux de l'avenir de l'école sénégalaise. Il est donc temps d'apaiser le climat social de l'école en mettant fin aux perturbations qui engendrent les contre-performances de notre système scolaire. La refondation de l'école publique est devenue une urgence au moment où le tiers du budget de l'État est consacré à l'éducation. L'heure de l'apaisement a sonné
Et le président Macky Sall poursuit le chantier de la quête de l'excellence. Il invite les lauréats à s'inspirer de leurs parrains. Dans votre quête spirituelle, ne vous hasardez pas à visiter des sites internet au contenu douteux dont vous ne connaissez ni les auteurs ni leur motivation. Vous avez devant vous, en votre parrain, le professeur El Hadji Rawane Mbaye, un modèle de valeur assuré. Il y a eu de grands moments dans cette prestigieuse cérémonie. Extraordinaire. Cet élève brillant a eu la mention très bien au baccalauréat. La valeur et l'excellence ne connaissent ni l'exclusion ni la couche sociale. Le président Macky Sall réalise un geste de haute portée, symbolique et social, à l'endroit du jeune Alioune Badara Ndiaye. Le président de la République a décidé de lui offrir une prothèse de jambe. C'est pas fini. De lui offrir une prothèse de jambe et de prendre en charge toutes les dépenses qu'appelle cette pose de prothèse à l'étranger. Moment d'émotion, séquence inédite, la force d'un acte grandiose qui a ému plus d'un. Et cerise sur le gâteau, la fondation Computerland lui offre une bourse d'études de 4 ans en France pour une valeur de 20 millions de francs CFA. Autre temps fort, 2 bourses d'excellence pour le Canada d'une valeur de 150 000 $ ont été offertes par la fondation Computerland aux 2 meilleurs élèves de terminale de cette 50e édition du concours général. En marge de la cérémonie de distribution des prix du concours général, notre reporter Seydina Alioune Fall a recueilli quelques réactions. Nous les écoutons. C'est un primaire, c'est un séjour, c'est un souvenir qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie. Et c'est extrêmement important pour eux. Et demain même, sur leur curriculum vitae, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour leur famille aussi, et pour les enseignants qui les ont encadrés, c'est une consécration du travail et de l'effort qui a été fait. Je pense que le fait, en plus, que le chef de l'État lui-même, depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade, vienne présider cette cérémonie-là, c'est une façon de communier avec toute la communauté éducative et c'est une façon aussi de rendre hommage à tous les membres de la communauté éducative, les enseignants en tête et les élèves. Bon, la cérémonie, ça s'est très bien passé. On a été fiers lorsqu'on a reçu nos prix et c'était un honneur de pouvoir saluer la main du président. Ça nous motive parce que ça nous prouve que seul le travail paie. Quand on travaille, on est récompensé. Donc ça nous motive davantage. Nous sommes venus avec quand même d'autres élèves des autres classes pour leur donner le goût à l'effort et voilà, leur signifier que l'excellence aussi a un prix. Et ça, c'est vraiment le prix de l'excellence. Après le concours général, j'ai eu une bourse d'excellence, la fondation Computerland. Depuis lors, j'effectue des études au Canada grâce à cette bourse. Fait que ça a ouvert beaucoup d'opportunités, on peut dire, parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux pour montrer que vraiment on peut arriver vraiment très haut et que tout est possible si on y croit. Voilà. Le concours général sénégalais a fêté donc 50 ans au demi-siècle de culte de l'excellence, base de toute émergence. Le cinquantenaire survient dans un contexte de tension et de crise sérieuse du système éducatif. Les lauréats ont reçu leur récompense et beaucoup d'entre eux rêvent d'une bourse pour l'étranger. Pourtant, à une certaine époque, Dakar était la destination de choix de milliers de jeunes Africains. Quand continuer à l'étranger et la récompense de l'excellence, c'est une chronique signée Oumar Diawa. Dans certains pays où les graduations se font en grande pompe, la distribution des prix a disparu sous sa forme classique, consistant à donner des prix aux meilleurs. Ce choix discutable à bien des égards résulte de l'évolution des conceptions dans la signification même de l'acte de récompenser et donc dans la manière de penser. Au Sénégal, même si les distributions des prix ne sont plus retransmises en direct sur les ondes de la radio nationale pour les lycées et collèges, certains établissements respectent encore tant bien que mal cette tradition
avec le soutien de quelques mécènes dont quelques-uns s'identifient éternellement à l'école qui est à la base de leur réussite. Un simple retour d'ascenseur que beaucoup hésitent à faire ou refusent de faire, s'inventant même des écoles chic, fictives, où ils auraient fait leurs brillantes études. Le concours général sénégalais a présenté selon les époques des visages variables et des lauréats différents. On se désole aujourd'hui de ce que souvent les premiers prix, surtout dans les sciences, ne soient pas régulièrement attribués dans un contexte d'une société savante gouvernée par la technologie, simple application des sciences. Le CRU 2016 se compose de 117 élèves avec presque autant de filles que de garçons. C'est une balance qui montre que les filles arrivent sans haut talon bruyant. La République en quête d'émergence fête l'excellence. Voilà d'ailleurs une des solutions à l'équation, si ce n'est l'unique. Et la borne supérieure située autour de 2035 n'est qu'à 19 ans. En attendant, retour à 2015-2016, une année scolaire à oublier mais qu'il faudra bien évaluer, comme l'indique le dernier Conseil des ministres. Être primé au CGS n'est pas banal. Au-delà des bras chargés de cadeaux, c'est l'espoir d'une bourse d'excellence pour aller poursuivre ailleurs. Tout ce qui se fait là-bas devrait pouvoir se faire pourtant ici. Et il y en a bien qui ont réussi sans jamais partir de la pirogue. Mais bon, le mythe et la mystification de l'étranger opèrent encore. Et il est déjà loin le temps où l'université de Dakar était la destination de rêve de milliers d'étudiants africains. Le chef de l'État a reçu cet après-midi le PDG de la société coréenne Dongwon Industrie, spécialisée dans la transformation de produits de mer. Au menu des échanges, la mise en place d'un cadre d'exploitation optimal pour accroître le volume des exportations et contribuer de manière efficace à la croissance économique du Sénégal. Nous écoutons le PDG de la société au micro de Pabiram Ndiaye. Le groupe Dongwon avait investi et a créé une société qui se nomme la SCASA. Et malgré les différentes difficultés, le siège coréen a décidé de continuer sa relance au Sénégal. Et concernant les différentes difficultés, nous avons demandé le soutien de l'État du Sénégal. Le groupe Dongwon est une société de leaders dans le domaine de la conserverie de thon dans le monde entier. Et nous allons essayer de faire en sorte que la SCASA aussi devienne le leader en Afrique. Et nous allons essayer d'exploiter notre maximum de capacité. Nous allons exporter la totalité de nos produits en Amérique, qui va être une grande partie de la totalité des produits de thon en Amérique. Et nous allons recruter la majorité des personnels au Sénégal. Et ce qui va suivre à l'augmentation et au croissance de l'économie du Sénégal. La série sur le PUDC se poursuit après l'hydraulique et les équipements en faveur des femmes du monde rural. Le programme d'urgence de développement communautaire s'investit aussi dans la réalisation de pistes de production et dans l'électrification rurale. Dans la région de Matam, 8029 km de pistes de production sont envisagées et dans le cadre de l'électrification rurale, 479 communautés rurales sont sorties des ténèbres grâce au programme. Reportage d'Arnaud Maïloum. On ne le dira jamais assez, les routes constituent un vecteur important dans tout processus de développement. Certains disent même qu'elles ouvrent la porte du développement. En tout cas, une chose est sûre, elles permettent de faire accéder à un certain nombre de services sociaux de base et offrent la possibilité aux populations, où qu'elles se trouvent, de bénéficier des ressources nationales, de développer et d'écouler leurs potentialités locales, ce qui, du coup, contribue à l'amélioration des conditions de vie. C'est ainsi que le programme d'urgence de développement communautaire envisage, en matière de désenclavement, de réaliser à terme 8029 km de pistes rurales qui vont venir en soutien à des actions engagées par ailleurs dans le cadre du programme national de routes rurales. Dans la région de Matam, par exemple, plusieurs localités sont confrontées à un problème d'enclavement. Dans certains cas, ce sont des charrettes qui font office de moyens de locomotion, comme sur ces images, qui servent aussi aux évacuations sanitaires de jour comme de nuit. Ici, le PUDC vient de répondre à une vieille doléance des habitants de Belley, village situé à 32 km au sud de Thiologne. Belley était dans un enclavement particulier. D'est en ouest, du nord au sud, aucun village voisin de Belley ne se trouve à moins de 30 km.
La réalisation de la piste Thilogne-Belley a d'ailleurs suscité auprès de la population une adhésion totale, au point que 2 minibus achetés par des jeunes issus du terroir assurent désormais tous les jours la desserte dans les deux sens. Min janoɗo koye leydi Ndofdi min joola e sarataji min jaaɗo 32 km ha Agnam Allah hacciɗon min jolta e sarataji min garta joni noon ko mawɗum guila garwayo o waɗa min keeɓi otoji a yahat ganduɗa hoore maɗa nde wonata mintaji nogas tawa yettima Agnam mbaɗa toon haajuji ma ha gasa sa welama neɗɗo wawi yaltude ga hen min jiihen kam nafoore mawde. Autre aspect notable de la réalisation de la piste qui mène à Belley, les habitants de cette localité, les femmes en particulier, peuvent à présent obtenir des denrées comme les légumes qui pendant longtemps n'ont pas figuré dans les marmites. Ina moƴƴi ina foftini ko gaddiroɗa banggueji goɗɗi jola e otoji jaaɓa so ari ha e ma ko yaajede tan Macky Sall ina moƴƴi laamu fiso ko e ɓuuɗal tan woni e makko ɗo pinanoɗa jaaha e saret ñalla mbaala wonti tan ɗo joni so oto darima tan aɗa wawi duggoyde garta caggina bottari ma. C'est surtout en matière d'électrification rurale que le PUDC s'est distingué de manière louable. En effet, avant son lancement, seuls 50 villages étaient électrifiés par an au Sénégal. Aujourd'hui, avec le PUDC, 479 communautés rurales sont sorties des ténèbres. Mieux, l'État a pour ambition de porter en 2017 à 60% le taux de réalisation dans ce domaine, ce qui veut dire l'électrification à cette échéance de la moitié des villages du Sénégal. Dans sa lettre de mission, le programme d'urgence de développement communautaire n'a pas à intervenir dans l'agriculture, mais de manière exceptionnelle, il a mis à la disposition de la Société d'aménagement des terres du Delta, SAED, des motopompes afin de permettre à cette société d'accroître sa productivité dans la perspective de l'autosuffisance alimentaire en riz que vise le président Macky Sall. Pour la contre-saison chaude 2016, nous avons réalisé au niveau de la région 2300 hectares, ce qui n'a jamais été réalisé dans la région, parce que quand on interroge les statistiques, à peu près on avoisinait les 100 hectares à 200 hectares. Donc rien qu'avec l'apport de 50 groupes motopompes, ça nous a permis en tout cas de faire un facteur multiplicatif de 6. C'est-à-dire on est passé de la contre-saison 2015 à 400 hectares et cette année nous avons réalisé 2300 hectares. Pour l'hivernage 2016-2017, nous projetons 10 000 hectares. Et ces 10 000 hectares sont adossés à la contribution des 148 motopompes, groupes motopompes que le PUDC doit mettre à la disposition au niveau de la région. Si, pour l'instant, seules quelques régions sont ciblées dans le pays, les réalisations du PUDC vont porter sur d'autres, dont les problèmes ont déjà été identifiés. Pour cette première phase, nous sommes intéressés à 10 régions. Bien sûr, il y a d'autres régions telles que la Casamance où nous avons commencé l'important travail de recensement des besoins. Et aujourd'hui, on peut dire nous connaissons exactement les besoins du monde rural en Casamance. Et nous sommes en train de planifier une autre phase pour que justement ces régions qui sont la Ziguinchor principalement, parce qu'il faut le dire, dans cette première phase, nous intervenons à Kolda et à Sédhiou. Mais à Ziguinchor, nous sommes en train de faire la planification pour que dans la deuxième phase, qui est pratiquement finie d'être planifiée, nous puissions commencer donc, les travaux sur l'ensemble des composantes qui concernent le PUDC. Ce n'est finalement pas hasard si le PUDC, qui porte l'empreinte exclusive du chef de l'État, suscite de l'intérêt dans la sous-région. Le Togo, qui s'en est inspiré après un séjour au Sénégal, a déjà lancé son programme avec le PNUD, tandis que le Niger, le Ghana et le Tchad sont en voie de finalisation. 8 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'UEMOA a investi pour la réalisation de 452 forages destinés aux populations rurales du Sénégal. Le protocole de rétrocession a été signé par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avec le commissaire de l'UEMOA chargé de l'agriculture, Pabou Natchawa.
Cet accord paraphé par l'UEMOA et l'État du Sénégal, notamment le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, consacre la rétrocession de 452 forages construits au profit des populations rurales du Sénégal. Réalisation à inscrire dans la première phase du programme hydraulique villageoise de l'institution sous-régionale. Pour un coût global de 8 milliards 25 millions de francs CFA. La répartition géographique des forages se présente comme suit. 184 forages équipés de pompes à motricité humaine, 6 forages solaires et 6 forages multivillages dans la région de Tambacounda. 28 forages équipés de pompes à motricité humaine et 5 forages multivillages dans la région de Matam. 208 forages équipés de pompes à motricité humaine et 4 forages solaires dans la région de Kédougou. 7 forages multivillages dans la région de Kaolack, 3 forages multivillages dans la région de Kaffrine et 1 forage multivillage dans la région de Louga. Au Sénégal, le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural est estimé à 84%. Les forages de type multivillage offerts par l'UEMOA vont largement améliorer cette couverture. Nous exprimons ce message de satisfaction pour saluer le soutien efficace et hautement apprécié que l'UEMOA apporte à nos États dans le cadre de l'amélioration des conditions d'approvisionnement en eau potable des populations rurales. Ces réalisations ont permis d'alimenter près de 158 000 personnes. Assurer aux populations rurales un accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante, un défi commun que l'État du Sénégal et l'UEMOA comptent relever en renforçant leur collaboration. Elle est déjà très fructueuse. Le Conseil des ministres en charge de l'eau et de l'assainissement de l'UEMOA a procédé au lancement ce matin de la deuxième phase du programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Le coût global du programme s'élève à 136,8 millions de dollars américains, dont les 41 millions de dollars viennent de la PID. À terme, 1600 forages vont encore être construits. Aminata Bengfala. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitue un des défis majeurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, en 2006, le programme d'hydraulique villageoise et d'assainissement en milieu rural a été mis en place. Pour la première phase, plus de 3400 forages ont été réalisés dans les 8 États membres de l'Union pour un coût global de 34 milliards de francs CFA. Pour la seconde phase, lancée ce jour, la construction de 1600 forages est prévue pour un budget global de 136,8 millions de dollars US. Ce financement ainsi acquis permettra de réaliser 940 forages équipés de pompes à motricité humaine, 209 mini-adductions d'eau solaire thermique ou électrique, 21 adductions d'eau multivillage, 6 postes d'eau autonomes, 19 250 latrines privées et 720 latrines publiques. Ce programme est initié par la commission de l'UEMOA avec l'appui de la BID, un partenariat basé sur un schéma innovant dénommé Triple Win. Ce programme est financé suivant un mécanisme novateur dit Triple Win, dans lequel la BID et l'UEMOA ont conclu un partenariat stratégique leur permettant d'améliorer l'impact de leurs interventions respectives dans leurs pays membres communs. Au Sénégal, des progrès remarquables sont enregistrés pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Avec la deuxième phase, plus de 6 milliards seront encore injectés dans ce secteur, ce qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du monde rural. Il sera réalisé dans les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou et Kolda, des forages équipés de pompes à motricité humaine, de mini-adductions d'eau solaire, thermique et ou électrique, des adductions d'eau multivillage, des latrines familiales et publiques. Au regard de ces résultats attendus, il n'y a aucun doute que ce projet contribuera à la réalisation des objectifs du Sénégal émergent ainsi qu'aux objectifs du développement durable. Ce programme est en phase avec l'objectif de développement durable numéro 6 qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. À terme, il devrait permettre d'améliorer le taux de couverture de l'Union qui est encore faible malgré les efforts consentis.
1600 forages qui seront donc construits sur financement de la BID, la Banque islamique de développement. À la fin des travaux, les membres du Conseil des ministres en charge de l'eau et de l'assainissement de l'UEMOA se sont engagés à faire de l'accès à l'eau potable une priorité. Voici un extrait des recommandations contenues dans le communiqué final. À l'ensemble des acteurs de diligenter le traitement des dossiers dans les délais. Aux États membres de veiller au respect du délai de mise en œuvre du programme, de veiller à l'effectivité de la contribution financière au niveau national, de faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une priorité de l'espace communautaire, de veiller à l'implication effective des ministères de tutelle à toutes les étapes du projet, d'initier la conceptualisation d'une troisième phase du programme. À la commission de l'UEMOA de veiller à la bonne exécution du programme à travers la mise en place effective de mécanismes de coordination au niveau régional, de poursuivre les efforts de mobilisation des ressources financières en faveur de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 relatif à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. À l'endroit de la Banque islamique de développement, de poursuivre et de renforcer son appui au secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, de donner son avis de non-objection pour le renforcement de l'UGP légère par une assistante ou un assistant du coordinateur. Ces dernières années, Matam a enregistré de nombreux décès par noyade. L'hivernage est une période où les risques sont énormes. C'est pourquoi les autorités ont initié un plan d'action pour endiguer ce phénomène. Ces autorités veulent également faire face au spectre des inondations. Déjà, les populations de Ourossogui constatent les dégâts des premières pluies tombées dans la région Oumou Kalsoum Sall. 181 mm de pluie enregistrés à Matam depuis le début de l'hivernage et déjà on note des sinistrés. À Ourossogui, certaines familles ont dû quitter leur maison qui menacent de s'écrouler face à la furie des eaux. L'eau était dans toutes les chambres. Ce n'est plus prudent de rester ici. Depuis hier, je suis chez mes voisins qui m'ont prêté une chambre avec mes enfants. Le bâtiment est en panko. Vous voyez, c'est toujours humide. Je ne peux plus rester ici. Je dors chez mes voisins. De nombreuses concessions ont pu être libérées des eaux grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. La municipalité aussi essaie de faire face aux nombreux dégâts. Pour prévenir les prochaines pluies, nous avons tout de suite entrepris des travaux de grande envergure, notamment par des machines, des engins lourds qui nous permettent aujourd'hui d'endiguer toutes les zones dans les rues de Ourossogui qui sont quand même inondées. C'est pour justement faciliter la mobilité. Pour cela, nous avons pris les dispositions avec la caserne des sapeurs-pompiers, qui depuis hier est en train d'effectuer un pompage au niveau de certaines concessions affectées par le volume des eaux. Mais je note que c'est un problème structurel et qu'il faut véritablement un réseau de drainage des eaux pour pouvoir régler définitivement cette situation. La commune de Ourossogui, comme celle de Matam, ne dispose toujours pas de système de drainage des eaux de pluie, ce qui fait que la menace est permanente à chaque hivernage. Le problème majeur, c'est un problème d'assainissement. Alors c'est un problème sur lequel vraiment nous demandons que l'État puisse vraiment nous accompagner. Si vous prenez la commune de Matam, nous avons un important programme de réalisation de réseau d'assainissement dans la commune et c'est nous-mêmes qui avons effectué le travail d'évaluation et de recensement des impenses. Sous peu, ce réseau d'assainissement sera réalisé dans la commune de Matam. Si vous prenez la commune de Ourossogui, il y a déjà avec la coopération décentralisée
le projet donc, de la digue de Ourossogui qui a été réalisé pratiquement à 90%. Les autorités sont aussi à pied d'œuvre pour combattre un autre phénomène lié à l'hivernage. Les années passées, beaucoup de cas de noyades ont été enregistrés dans la région. En 2015, 22 personnes ont perdu la vie au niveau du fleuve et des mares dans la région. Cela nous a amené très rapidement à mettre en action la commission auxiliaire de protection civile avec un plan d'action que nous sommes en train de dérouler. C'est ce qui nous a amené à faire prendre aux différents maires concernés des arrêtés mettant en place des comités de surveillance et de sensibilisation contre les cas de noyade et de manière générale les conséquences liées aux inondations. Cela est chose faite. Ensuite, nous avons effectué des déplacements sur le terrain pour sensibiliser les populations sur la nécessité de faire attention en ce qui concerne les intempéries et les conséquences des fortes pluviométries que nous avons commencé à enregistrer. Le 29 juin passé, Matam a reçu sa première pluie, une installation précoce de l'hivernage, ce qui n'est pas pour déplaire aux nombreux paysans de la région. Retour dans la banlieue dakaroise dans le cadre de l'Expo Santé qui se tient à Guédiawaye. Le ministère de la Santé organise pendant 3 jours des journées de consultation gratuites. Les populations se sont déplacées en masse au stade Amadou Barry de Guédiawaye et à l'hôpital d'Al Djam de Golf à Wanyai. Hommes, femmes, enfants sont venus nombreux pour les 72 heures de consultation gratuite. La mairie de Guédiawaye a réussi à mobiliser la population au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Les Badienougor appuient cette campagne du ministère de la Santé et de l'Action sociale en sensibilisant les populations. Le Centre national de transfusion sanguine, fidèle à sa mission, fait un appel à tous pour donner du sang afin de sauver des vies. Les consultations en médecine générale se poursuivent aussi au stade Amadou Barry de Guédiawaye, ainsi que des distributions de médicaments. On demande à toute la population de Guédiawaye de sortir, d'abord pour bénéficier des activités de consultation gratuites qui sont organisées ici au niveau du stade Amadou Barry, mais aussi au niveau de l'hôpital d'Al Djam, mais aussi de pouvoir aussi bénéficier de paquets de communication, notamment sur la couverture maladie universelle et sur la lutte contre le paludisme, mais aussi on les demandera aussi de venir donner de leur sang. L'hôpital d'Al Djam est un centre hospitalier de référence en Afrique. Les personnes âgées ont fait le déplacement pour les consultations gratuites. Nous sommes là depuis 7 heures et je pense que si on fait le décompte, nous sommes à 180 personnes âgées consultées, dépistées. L'objectif, c'est de dépister les pathologies et de faire le premier soin et de remettre la personne âgée dans le système traditionnel de soins. Au niveau de chaque commune, nous avons un représentant. Il suffit d'informer chaque représentant communal pour que l'information passe. En tout cas, nous l'avons réussi. Nous sommes parvenus à mobiliser un très grand nombre. Vous avez remarqué aussi que l'hôpital Refuse du Monde, toutes les personnes âgées ont été mobilisées pour ces journées de consultation gratuite. Le ministère de la Santé a voulu cette fois-ci décentraliser un peu les consultations gratuites là. Il les a donc organisées au niveau de l'hôpital d'Al Djam et au stade Amadou Barry. Ici au niveau de l'hôpital Djam sont consultées les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans et les personnes âgées. Alors vous savez que l'hôpital s'apprête à démarrer partiellement ses activités. Et donc ça va servir pour nous de test grandeur nature pour voir déjà si le dispositif que nous avons mis en place pour ouvrir l'hôpital, au moins les consultations externes de l'hôpital, si vraiment ce dispositif est opérationnel. Les pathologies les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle, l'arthrose, le paludisme, les maladies diarrhéiques. La pharmacie nationale d'approvisionnement est chargée de distribuer les médicaments. Ces journées de consultation constituent une aide précieuse pour les populations de Guédiawaye. La plateforme de télédemande d'autorisation de construire Télédac est officiellement lancée. Elle permet la dématérialisation de la procédure. Au total, 52 communes et 10 sous-préfectures de la région de Dakar sont concernées par la plateforme. Dame Silla.
La plateforme de télédemande d'autorisation de construire est un outil qui facilite les conditions d'obtention du permis de construire à travers la dématérialisation complète de la procédure. Elle contribue considérablement à la réduction des déplacements, des charges et des risques de corruption. Depuis le lancement de la plateforme Télédac en mars 2014, plus de 4500 dossiers de demande d'autorisation de construire ont été traités dans la région de Dakar. L'acte 3 de la décentralisation confère aux anciennes communes d'arrondissement et aux sous-préfectures les prérogatives de signature et d'approbation des autorisations de construire. Auparavant, les délais d'instruction et de délivrance du permis de construire étaient de 3 mois au minimum. Aujourd'hui, avec la plateforme Télédac, tout peut se faire en 28 jours. Il est impératif qu'au niveau de la région de Dakar, que nous puissions délivrer systématiquement le permis de construire dans la plateforme Télédac et dans les conditions qui sont spécifiées dans le code de l'urbanisme, à savoir 28 jours pour les dossiers simples et 40 jours pour les dossiers complexes. La plateforme Télédac, qui n'était opérationnelle qu'au sein des villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, s'étend maintenant aux 52 communes et 10 sous-préfectures de la région de Dakar. Une politique qui répond bien à l'acte 3 de la décentralisation. Cette nouvelle plateforme de dématérialisation de la procédure de demande d'autorisation de construire, Télédac, prend désormais en compte les besoins importants découlant de l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation. Et aujourd'hui, on bouge d'échelle. On est sur 52 communes, 10 sous-préfectures. On change de dimension et évidemment, cette étape va contribuer assurément à, disons, réduire les délais. L'agence de l'informatique de l'État, maître d'œuvre de Télédac, compte étendre la plateforme dans les autres régions du pays. Il faut noter qu'au Sénégal, 90% des demandes de permis de construire concernent la région de Dakar. Monnaie et électronique. La contraction donne un système qui est en train de révolutionner les transactions financières en Afrique. Il s'agit de la monétique. Plus de 500 milliards de francs CFA ont été traités dans la zone UEMOA grâce à ce système. Les chiffres atteignent même des flux étonnants lorsque les téléphones sont associés. On en parle dans la rubrique économie de ce jeudi avec Aram Dawa. Un demi-siècle d'indépendance, que 16% de taux de bancarisation, force est de reconnaître que l'inclusion financière en Afrique passera par d'autres canaux. Si la monétique se dresse aujourd'hui comme le vecteur de cette inclusion et même de la bancarisation, c'est qu'elle élargit le système. La monétique, c'est vraiment l'utilisation d'un moyen de paiement dans les transactions financières, c'est ça. Vous avez une carte, dès que vous l'utilisez pour les transactions financières, on parle de monétique. Mais cette notion aujourd'hui est beaucoup plus large parce que ça intègre l'ensemble des moyens de paiement. On parle plutôt même de transactions électroniques financières. Tout simplement parce que avec votre carte, vous pouvez faire des transactions, avec votre téléphone, vous pouvez faire des transactions, vos yeux demain peuvent faire des transactions, et votre visage peut faire des transactions. La gestion de la monétique interbancaire dans cette partie de l'Afrique est l'affaire de Jim UEMOA, créée par les États membres en 2003. L'enjeu est économique. L'année dernière, nous avions eu plus de 4 millions de cartes qui ont circulé dans la zone UEMOA. Nous avons eu 6 millions de transactions qui sont dans la zone UEMOA, plus de 500 milliards de flux traités dans l'écosystème. Donc c'est beaucoup. C'est quand même un volume important. Si vous prenez par exemple le mobile banking, mobile money, c'est près de 6 000 milliards. 6 000 milliards de transactions qui ont circulé au travers de téléphones portables. 6 000 milliards, même plus, qui ont circulé en une année. C'est 3 fois le budget de certains pays, c'est 10 fois le budget de certains pays. Le taux de pénétration du téléphone, très élevé en Afrique, fait que les efforts se concentrent de plus en plus sur le mobile banking et le mobile money. Des transactions via cet outil avec un grand clin d'œil aux PME-PMI, encore très informelles, malgré leur nombre. 80% des entreprises PME-PMI sont dans le secteur informel. On arrive, après 50 ans d'indépendance, à la conclusion que la bancarisation n'a pas permis véritablement d'apporter les réponses les mieux appropriées à une meilleure intégration de ces PME-PMI dans le secteur, dans le tissu économique. Maintenant, on dépasse la notion de bancarisation pour parler d'inclusion financière. C'est comment aujourd'hui permettre à l'ensemble de ces PME informelles, mais aussi aux populations alphabétisées ou non alphabétisées, de s'intégrer dans le tissu financier
en pouvant faire des opérations financières sans détenir un compte dans une banque. C'est ça qu'on appelle l'inclusion financière. Aujourd'hui, le taux de l'inclusion financière moyen est de 45% dans l'espace UEMOA, alors que le taux de bancarisation est à 16%. L'Afrique a donc bien pris le train de la monétique, mais le défi principal est l'essence même du dispositif, la technologie. Parce que nous sommes dans un domaine où l'évolution technologique